Antenne de 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir, regain de tension en Nouvelle-Calédonie. Depuis ce matin, un commando composé d'une centaine de militants indépendantistes du FLNKS retient 9 gendarmes en otage. L'affaire a éclaté à 400 km de Nouméa. Nous ferons le point dans quelques instants. Exercice difficile car il est actuellement 6 h du matin en Nouvelle-Calédonie. Deuxième semaine du procès des anesthésistes de Poitiers et début de l'empoignade expert contre expert. Quelle a été la cause exacte de la mort de Nicole Berneron? Le journal Les Échos ne paraîtra pas demain. La direction du quotidien économique n'apprécie pas le gel par le ministère des Finances de la vente du titre à un groupe anglais. Désarmement, Proche-Orient, Afghanistan et droits de l'homme. Schulz et Gorbatchev satisfaits de leurs entretiens à Moscou. Ils conviennent des nouveaux progrès qui ont été faits. Toujours le déluge sur Rio de Janeiro, les torrents de boue ont fait au moins 280 morts et des milliers de sans-abri. Les épidémies menacent. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Avant de développer les grands titres du journal, direction Calgary, les JO où les chances françaises reposaient ce soir sur les épaules de Carole Merle et de Catherine Quitté. Après l'exploit de Franck Picard hier soir, les dames s'affichaient donc à leur tour dans le Super G. Commentaires et résultats avec Francis Marotto. Michela Figini, 20 ans, la Suissesse, championne olympique il y a 4 ans à Sarajevo en descente. Elle a en partie raté sa descente à Calgary, loin derrière l'Allemande Marina Kiel. Cet après-midi, partie avec le dossard numéro 6, elle s'est en partie retrouvée puisqu'elle termine deuxième. Michaela Gerg, l'Allemande. Elle skie bien, elle laisse passer ses skis, elle réussira un bon temps intermédiaire, mais néanmoins elle terminera derrière Michela Figini. En fait, la surprise, c'est Wolf. C'est Wolf, l'Autrichienne, qui va l'emporter. Figini terminera deuxième et Percy, la Canadienne, troisième. Catherine Quittet est 13e. Oui, moralité, on ne peut pas gagner tous les jours. Sans doute que partie remise. Je vous le disais à l'instant, regain de tension en Nouvelle-Calédonie. Un commando composé d'une centaine de militants du FLNKS a attaqué un peloton de garde mobile. L'incident a fait plusieurs blessés dans les rangs des forces de l'ordre. Et ce soir, ou plutôt ce matin, puisqu'il est 6 h du matin en Nouvelle-Calédonie, 9 gendarmes sont toujours retenus en otage. À l'origine de cette affaire, un conflit politico-foncier qui oppose des militants du FLNKS à l'administration. Le point avec Dominique Thiers. Pointe-d'Imier, c'est la capitale de la côte est de la Nouvelle-Calédonie, à 400 km au nord de Nouméa. Dans cette ville, l'administration du territoire a décidé de construire un nouvel hôpital. Le site choisi est depuis plusieurs années revendiqué par une tribu toute proche. Hier après-midi, les gendarmes qui assuraient la protection du chantier ont été violemment assaillis par les habitants de la tribu. Il y avait au-delà de la route 80 à 100 manifestants qui étaient assis sur un terrain de camping depuis plusieurs heures et qui n'étaient pas du tout agressifs et avec lesquels les gendarmes locaux avaient d'ailleurs eu des contacts. Et puis brusquement, vers 16 h, sur un mot d'ordre tout à fait inattendu, une centaine de personnes se sont précipitées sur le peloton de gendarmerie qui a été rapidement submergé par le nombre, d'autant qu'il était scindé en 3 groupes, car le terrain est extrêmement vaste, c'est un terrain de plusieurs dizaines d'hectares. Battus, roués de coups, 17 gendarmes ont été blessés, 9 autres ont été désarmés et pris en otage à l'intérieur de la tribu. 4 véhicules de la gendarmerie ont été brûlés. 150 hommes ont été envoyés en renfort. Pour les indépendantistes, ces actes de violence sont légitimes. Il n'est pas question que le FLNKS condamne ces actes de violence. La revendication est tout à fait légitime de la part de la tribu de Tieti et nous sommes tout à fait solidaires de cette tribu. Ils sont 400 personnes et ils habitent sur une petite bande de terre, ils ne peuvent plus
et ils sont trop à l'étroit et ils ne peuvent plus accepter cette situation. La polémique n'est pas close, mais selon nos toutes dernières informations, Henri, les 9 gendarmes viennent d'être libérés à la suite d'une intervention de leurs collègues. Si Dominique, nous essaierons de faire un nouveau point avant la fin de cette édition. À Paris, Jean-Marc Rouillant devant la cour d'assises. C'est la suite du procès d'Action Directe. Rouillant, les frères Alphen et 3 complices comparaissent aujourd'hui pour des agressions qui remontent à 1983. Les assassinats du général Audran et de Georges Besse ne seront abordés que dans quelques semaines. Comme ses complices du noyau dur d'Action Directe, Jean-Marc Rouillant en est à son 84e jour de grève de la faim. Mais aujourd'hui encore, la Cour a refusé de renvoyer le procès. Hervé Brusini. Dès le début de l'audience, c'est bien sûr l'état de santé de Rouillant qui fut au cœur des débats. Son défenseur, Maître Ripert, a demandé le renvoi du procès comme il l'avait fait la semaine dernière pour Nathalie Ménigon. Il est évident que mon client ne peut pas suivre, a-t-il dit. Cette grève de la faim, c'est peut-être son ultime combat, a-t-il ajouté. À son 84e jour de grève de la faim, Jean-Marc Rouillant avait fait son entrée dans le prétoire, soutenu par 2 infirmiers. Son fauteuil est le même que celui de Nathalie Ménigon, et comme sa camarade, Rouillant disparaît derrière la balustrade du box des accusés. Là encore, un médecin expert a été désigné, et Madame Diamant-Berger a déclaré apte Rouillant à assister au procès. À partir du moment où, à l'interrogatoire, on se trouve devant un sujet très cohérent, qui répond bien aux questions, et à partir du moment où l'inspection montre certes un état de dénutrition avancé, mais avec les métabolismes de base assurés, c'est-à-dire la fonction respiratoire, la fonction cardiaque, etc., que l'on peut évaluer même à un simple coup d'œil, on peut considérer que son état est tout à fait compatible, à condition bien sûr d'apporter les réserves nécessaires, c'est-à-dire de ne pas faire des audiences trop prolongées, car ce sont des sujets fatigués, mais ce sont des sujets pleinement conscients. Les autres accusés, eux, restent comme indifférents à ce qui se passe, à ce qui se dit, au récit même de leur vie, par le président Sorel. Un premier jour de procès, en somme, où chacun attend ce que fera l'autre demain. Dans un autre procès, celui des médecins anesthésistes de Poitiers, la 2e semaine d'audience sera essentiellement consacrée aux dépositions des experts, des dépositions qui pourraient se révéler décisives. Sur place à Poitiers, j'appelle tout de suite Jean-Daniel Flézaquier. Jean-Daniel, est-ce qu'il y a des révélations ce soir? Ah, j'ai l'impression, ce n'est pas de chance, j'ai l'impression que nous n'avons pas la liaison avec Poitiers. Je rappellerai Poitiers dans quelques instants. À Nantes, c'est un autre procès qui mobilisera les médias à partir de demain. Attendez, on m'appelle. Oui? Non, visiblement, nous n'avons toujours pas la liaison. À Nantes, donc, dans le box des accusés, 3 personnes, dont un certain Georges Courtois. Courtois est cet homme de 40 ans qui avait pris en otage le président de la cour d'assises, les magistrats, les jurés et le public pendant près de 48 heures. Souvenez-vous, la scène remonte à décembre 1985. Commentaire d'Alain Cancès. C'était il y a un peu plus de 2 ans, le 19 décembre 1985, vers 11h30 du matin, au palais de justice de Nantes. Georges Courtois, un inculpé jugé pour hold-up, menace, revolver au poing, Dominique Bayache, le président de la cour d'assises. Il y a un peu moins d'1 heure en effet, Kalki Abdelkrim, un Marocain de 35 ans, sorti depuis 20 jours seulement de la prison où précisément il a connu Courtois, est entré dans la salle d'audience, une grenade à la main. Sous la menace, les gardes ont été désarmés. Kalki et Courtois tiennent maintenant en otage la cour, les jurés et la trentaine de spectateurs venus assister au procès. Un 3e homme, Patrick Thiollet, 24 ans, un complice de Courtois, jugé en même temps que lui, ne jouera dans toute l'affaire qu'un rôle secondaire. Courtois exige la présence d'une équipe de télévision. Par peur pour la vie des otages, FR3 Nantes s'exécute. Une équipe pénètre dans la salle d'audience. 2 heures plus tard, les télévisions du monde entier diffuseront ces incroyables images. Une prise d'otage comme si vous y étiez. Courtois, cheveux et moustache noire, intelligent et beau parleur, se dit anarchiste et proclame haut et fort sa haine de la société. Kalki Abdelkrim, jusque-là connu comme un truand de seconde zone, se prétend maintenant militant palestinien proche du groupe Abou Nidal. Pendant 30 heures, le préfet Broussard va négocier et obtenir la libération de la plupart des otages. Le lendemain, vers 13 heures, Courtois, très énervé, sort du palais de justice et tire sur les policiers et les journalistes. Une balle brise une caméra. 2 heures plus tard, Courtois, Kalki et Thiollet, enchaînés par des menottes à des magistrats otages, quittent le palais de justice et partent en voiture. Nouvelle et longue négociation, cette fois sur le parking de l'aéroport. On montre à Kalki un arrêté d'expulsion le concernant, signé par le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Pierre Jox.
Son ami qui a essayé de le libérer expulsé, Courtois estime sans doute que l'honneur est sauf. Et c'est la reddition. Kalki pourtant ne sera pas expulsé. Les autorités marocaines auraient refusé de le recevoir. Il sera demain jugé aux côtés de Courtois et de Thiollet. Voilà, retour en direct à Poitiers. Je crois que cette fois-ci, nous avons de la chance, nous avons la liaison. Alors, c'était aujourd'hui la journée des experts. Jean-Daniel Flézaquier, est-ce qu'il y a eu des révélations? Il n'y a pas eu de révélation vraiment, mais on a surtout vu les limites de la médecine légale aujourd'hui. En effet, cela commence dès l'autopsie. En effet, on suspectait la mort par asphyxie de Nicole Berneron. Et on voit que les médecins légistes, qui doivent pourtant faire très attention, vont faire les prélèvements sanguins nécessaires au diagnostic de façon absolument incroyable. Ils vont faire en sorte que ces prélèvements ne seront plus interprétables par la suite. Pour vous donner un exemple, alors que ces prélèvements doivent être faits soigneusement et surtout hermétiquement, ils vont remplir un bocal avec du sang prélevé à la petite cuillère en laissant ce bocal pendant une demi-heure à l'air libre. Ensuite, les experts toxicologues, les docteurs Le Breton et Gara, vont devoir travailler sur de mauvais échantillons. Cela ne va pas les empêcher de fabriquer un modèle expérimental, notamment à partir de sang de chien, et d'en extrapoler mathématiquement la contenance en protoxyde d'azote du sang de la victime. Dans un premier temps, ils diront c'est le protoxyde. Et puis aujourd'hui, ils informent la Cour que non, on ne peut pas dire de façon ferme que c'est le protoxyde, ce serait même illusoire de conclure. Alors c'est possible, mais ce n'est peut-être pas ça. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Des failles dans lesquelles vont s'engouffrer les avocats de la défense, qui vont pousser chacun des experts dans leur retranchement, et leur faisant donner des détails de plus en plus précis, même parfois morbides, de l'autopsie ou des examens de Nicole Berneron. Des détails qui vont être jetés comme ça en pâture à une foule qui va entendre des choses particulièrement difficiles. Une foule dans laquelle se trouve Claude Berneron, qui aimerait bien que l'on pense que ce poumon que l'on découpe ou ce flacon de sang que l'on analyse, il a été prélevé sur une femme, sa femme, Nicole Berneron, et il aimerait bien savoir de plus en plus pourquoi et comment cette femme est morte. Oui, Jean-Daniel, une dernière question. Vous n'avez pas l'impression que le procès va s'enliser malheureusement dans une bataille d'experts? Bien, ça va devenir très difficile, surtout pour la défense, parce que la déposition du professeur Lassner, anesthésio-logiste, ce soir a été une déposition très forte qui a poussé Henri Leclerc, lui à son tour, dans ses derniers retranchements. Et je crois que demain et dans les jours qui suivent, la défense va avoir beaucoup de mal à remonter le courant après ce qui s'est passé ce soir dans l'audience qui se termine juste à l'instant. Merci Jean-Daniel Flézaquier, vous étiez avec nous en direct de Poitiers. Confirmation d'une information que Dominique Thiers nous donnait tout à l'heure, libération des 9 gendarmes otages des Mélanésiens indépendantistes à 400 km de Nouvéa, en Nouvelle-Calédonie. On ignore encore en début de soirée les conditions de cette libération. Philippe Bidard, l'un des dirigeants d'Iparetarak, le mouvement séparatiste basque, arrêté, vous le savez, samedi matin près de Bayonne, est recherché depuis 6 ans pour le meurtre de 4 membres des forces de l'ordre, des gendarmes et des CRS, a été entendu cet après-midi par la police judiciaire de Bayonne. Nous recevons à l'instant même ces images, alors qu'il était en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Bayonne. À sa sortie du fourgon cellulaire, il a lancé un Goraïka, qui veut dire « Vive Iparetarak ». Nous recevons à l'instant même ces images de notre correspondant. Politique. Dans l'entourage du Premier ministre, on confirme que Jacques Chirac et Raymond Barre se sont bien rencontrés hier pour évoquer le déroulement de la campagne présidentielle. Raymond Barre, qui était aujourd'hui dans le Vercors, confirme et ajoute « Nous sommes concurrents, mais pas véritablement adversaires, ce qui veut dire que nous marquerons nos différences au premier tour. » Reportage de Claude Régent. Heureux comme un candidat monté en neige qui ne pense pas pour autant être battu. Raymond Barre a ratissé haut en compagnie de vacanciers surpris par l'ampleur de la vague des suiveurs. Quelques mots avec des enfants ou des moniteurs de la station de Corançon, une journée de campagne parenthèse appréciée par le candidat. Mais la proximité des cimes n'a pas interdit un retour de Raymond Barre au quotidien politique, et notamment l'évocation de sa rencontre hier avec Jacques Chirac. Nous sommes tout à fait conscients, lui et moi, que pour le premier tour, il est important de marquer les différences de personnalité, les différences de politique et de proposition, mais pour le deuxième tour, nous avons souligné l'importance d'unir nos efforts, quel que soit celui qui sera arrivé en tête, pour que nous évitions à la France le retour au socialisme. Il n'y aura pas de coup de canif dans ce contrat-là, monsieur le Premier ministre. Écoutez, jusqu'ici, il n'y a pas eu de coup de canif. Je ne vois pas pourquoi il y en aurait. En tout cas, je peux vous dire que de mon côté, il n'y en aura pas. Raymond Barre a égratigné le président de la République, François Mitterrand, avait parlé du jackpot des promesses. Raymond Barre a répondu que l'intérêt médiatique ne se porte que sur ce qui n'est pas sérieux.
Côté socialiste, Pierre Mauroy a fourni aujourd'hui un nouvel indice sur une éventuelle candidature de François Mitterrand. À la une du journal Commune de France, dont il est l'un des animateurs, le député maire de Lille fait figurer François Mitterrand, serrant des mains au cœur de la foule. Une seule mention, 19-20 mars, rassemblement au Bourget autour de notre candidat. Affaire à suivre. Le rachat du quotidien économique Les Échos par le groupe Pearson suscite quelques réserves de la part du gouvernement. Le ministre de l'économie et des finances estime que le caractère communautaire du groupe Pearson n'apparaît pas durablement établi. Ce soir, colère de la direction des Échos qui annonce que le journal ne paraîtra pas demain. La direction entend protester contre l'attitude du gouvernement. Explication de Christophe Martet. Une maquette vide. Les Échos, le premier journal économique français, ne paraîtra pas demain. Une décision sans précédent de la direction, après l'annonce par Édouard Balladur de bloquer la vente du journal au groupe anglais Pearson. Du côté de la rédaction, on s'inquiète également de cette intervention des pouvoirs publics. Nous venons à constater que l'ingérence du pouvoir politique peut nuire à notre indépendance et c'est ça que la rédaction veut préserver. C'est le 11 janvier que le groupe Pearson décidait de racheter les Échos pour 880 millions de francs. Mais derrière le groupe Pearson, propriétaire du quotidien anglais Financial Times, se profile l'ombre du magnat australien de la presse, Rupert Murdoch. Celui-ci détient déjà plus de 20% du capital du groupe et selon le ministre de l'économie, ses participations étrangères sont incompatibles avec la loi française sur la presse. Je pense qu'il faut prendre le temps de la réflexion. La presse n'est pas une marchandise comme les autres. Ce n'est pas à vous qui êtes un journaliste que je la prendrai. Et elle est en pleine évolution, en France comme en Europe. Il m'a donc semblé qu'il était utile que le gouvernement dispose de toutes les données du problème et notamment qu'il puisse avoir une opinion tout à fait certaine sur le caractère communautaire de cette opération. Résultat immédiat, l'opération de rachat des Échos paraît bloquée, au moins jusqu'à l'élection présidentielle. Les télégrammes d'actualité avec Isabelle Stess. Ensuite, nous évoquerons le voyage de George Shultz en URSS et en Israël. Des milliers de viticulteurs dans les rues de Béziers pour protester contre la politique agricole commune. Une manifestation qui a dégénéré au moment où une délégation était reçue à la sous-préfecture. Jet de pierre contre grenades lacrymogènes. Ce soir, les CRS bloquent l'accès du bâtiment. André Giraud s'efforce de détendre les relations franco-australiennes. Le ministre de la Défense a entamé hier une visite de 5 jours en Australie. Face aux critiques sur la politique française dans le Pacifique Sud, André Giraud invite les Australiens à se mêler de leurs affaires. À Paris, l'Institut médico-légal et une école ont été la cible d'attentats ce matin. Pas de victimes mais d'importants dégâts. Des tracts signés Solidarité Révolutionnaire Internationale ont été retrouvés à la morgue. Déjà connus des services de police, l'organisation dénonce l'état trafiquant d'armes. Le lieutenant-colonel Higgins lance un appel au gouvernement américain. Dans une cassette vidéo, l'officier enlevé mercredi au Liban Sud affirme qu'il sera libéré si les États-Unis se retirent du Liban. Nous ne céderons pas aux exigences des terroristes, annonce Washington. Dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza, les Palestiniens célébraient aujourd'hui le jour des martyrs. 61 Palestiniens sont morts depuis le 8 décembre. Aujourd'hui encore, 2 jeunes Palestiniens ont été blessés par des soldats israéliens dans la ville de Ramallah. Partout, des tracts sont distribués pour inciter la population à se mobiliser contre la venue du secrétaire d'État américain, M. George Shultz. De son côté, le Premier ministre israélien, M. Yitzhak Shamir, vient de déclarer qu'il accueillera bien sûr M. Shultz avec chaleur, qu'il l'écoutera avec attention, mais qu'à l'heure des décisions, il ne tiendra compte que de l'intérêt national. Fin de citation. Pour l'instant, M. Shultz est à Moscou, où il prépare activement le prochain sommet, Reagan Gorbatchev. Aujourd'hui, lors d'un entretien avec le numéro 1 soviétique, il a surtout abordé les problèmes du désarmement et des droits de l'homme. Georges Bortoli. Pour George Shultz, une escapade désormais traditionnelle vers l'immeuble où habite Sakharov. Visite sans risque pour les autorités soviétiques. M. Sakharov, qui sort sur les talons de son visiteur, n'adresse en ce moment que des critiques très légères à la politique de M. Gorbatchev. Un Gorbatchev d'excellente humeur lorsqu'il reçoit au Kremlin le secrétaire d'État américain.
à voir cette ambiance à la cordialité soigneusement calculée. On a l'impression que tout va se régler, que les fusées stratégiques seront bien diminuées de moitié, que l'URSS va bien régler ses problèmes de droits de l'homme et même que l'Afghanistan sera bien évacué. Atmosphère si joviale que le porte-parole de M. Gorbatchev, Gennady Gerasimov, y va de sa conférence de presse en vers. Quand les relations soviéto-américaines ont de la peine, arrive sans perdre un moment l'équipe du State Department. C'est en anglais, ça rime, et c'est lui-même qui a écrit tout ça. Oui, camarades. Le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan demeure l'un des préalables à la réussite du prochain sommet Reagan-Gorbatchev. Le numéro 1 soviétique affirme que les troupes pourraient se retirer avant mai 88. Mais les chefs de la résistance afghane sont sceptiques. Parmi eux, le commandant Massoud, à qui Antenne 2 consacre ce soir à 22 h un grand magazine. Le commandant Massoud est catégorique. Le désengagement n'est qu'une pure propagande pour tromper l'Occident. Commentaire de Jérôme Bonny. Depuis le début de la guerre, il y a 9 ans, Ahmad Shah Massoud n'a jamais quitté les maquis afghans. Sa renommée, elle, a franchi depuis longtemps les frontières. Au Pakistan voisin, les posters représentent Massoud comme le Rambo de la guerre afghane. Pourtant, sa guerre à lui n'est pas du cinéma. Au fil des années et des batailles, il est devenu pour les soviétiques l'homme à abattre. Parti de sa vallée du Panjshir avec une poignée d'hommes, il est aujourd'hui à la tête d'une véritable armée contrôlant une grande partie du nord-est de l'Afghanistan, s'emparant des garnisons gouvernementales les unes après les autres. C'est aussi, pour les populations civiles, un chef charismatique. Des irréductibles comme lui, la résistance afghane en compte une dizaine sur l'ensemble du pays. Paradoxalement, ils ne sont pas présents à la table des négociations de Genève. Quand on leur parle de paix, ils posent comme préalable le retrait sans condition des troupes soviétiques. Et Moscou, comme Kaboul, savent qu'aucune solution, aucun après-guerre ne peuvent être envisagés sans ces grands commandants. Jeanne Le Sieur, bonsoir. Vous êtes la compagne d'Alain Guillot, notre confrère qui est détenu à Kaboul depuis près de 6 mois. Je suppose qu'Alain, vous parlez souvent du commandant Massoud. Je crois qu'il l'a rencontré d'ailleurs à plusieurs reprises. Oui, il l'a rencontré plusieurs fois. Il avait une certaine admiration pour lui. Et il en parlait très très souvent. Il pensait qu'il pouvait encore faire quelque chose, que c'était quelqu'un qui irradiait et qui pouvait combattre à armes égales avec les... Il pensait qu'il avait un très grand prestige et que c'était une personnalité très forte et qui pourrait éventuellement jouer un rôle après la fin du conflit. Alors quand vous entendez M. Gorbatchev évoquer le départ des troupes soviétiques d'Afghanistan, est-ce que ça vous donne un quelconque espoir ce soir ? Mais écoutez, comme je préfère vivre avec l'espoir, oui, j'espère que cela apportera quelque chose, mais je reste très méfiante quant à ce désengagement, parce qu'il sera progressif et que l'influence soviétique se fera sentir, je pense, encore très longtemps à l'intérieur du pays. Alors comme nous, madame, vous avez vu les images du procès de Kaboul il y a quelques semaines. Comment réagissez-vous quand on vous présente Alain Guillot, votre ami, votre compagnon, comme un espion ? C'est complètement absurde et je dois dire qu'à ce compte-là, alors 90% des journalistes qui vont dans les pays étrangers sont des espions. Madame Le Sieur, je suppose que vous n'êtes pas restée inactive. Qu'est-ce que vous avez fait? Quels sont vos interlocuteurs? Le Quai d'Orsay, Matignon, comment ça se passe? J'ai des contacts réguliers avec le Quai d'Orsay qui me tient informé des dépêches qui arrivent de Kaboul. J'ai des contacts avec... j'ai vu M. Chaban-Delmas récemment. Et puis il y a le chargé d'affaires aussi, français à Kaboul, qui lui a rencontré Alain Guillot. M. Lambert a pu rencontrer Alain Guillot à 2 reprises et la seule chose qu'il espère, c'est améliorer ses conditions matérielles qui sont très difficiles parce que la libération, pour l'instant, semble difficile à obtenir. C'est difficile de parler d'Alain pour vous, surtout en direct sur un plateau de télévision. Il est plus touché moralement que... Non, physiquement que moralement, vous me disiez tout à l'heure. Oui, je l'ai trouvé très très amaigri. Il faut dire que lorsqu'il a été pris, il terminait un voyage de 3 mois dans des conditions très difficiles. Il en avait fait d'autres similaires et il rentrait à chaque fois en assez mauvais état. Une incarcération derrière n'a rien amélioré et je l'ai trouvé en très mauvais état. Vous lui écrivez souvent les lettres n'arrivent pas, bien sûr. J'ai écrit plusieurs lettres, elles ne lui ont jamais été remises. Question naïve, vous avez demandé un passeport pour l'Afghanistan? J'ai demandé un visa pour l'Afghanistan, mais je ne pense pas l'obtenir, car dans les affaires précédentes, jamais la famille des détenus n'a obtenu un visa. Vous avez rencontré Jacques Abouchar, que vous a-t-il dit pour... Je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il espérait qu'il y aurait le même dénouement pour Alain Guillot que pour lui-même,
mais que la situation actuelle était beaucoup plus complexe et que cela lui inspirait quelques craintes qui sont également les miennes. Merci de votre témoignage, Madame Le Sieur. À Rio, les favelas glissent vers la mer. Depuis quelques jours, les baraques de tôle et de planches sont emportées par les pluies torrentielles qui s'abattent sur le pays. 150 000 personnes sont en passe d'être évacuées. Les inondations ont fait plus de 200 morts et 11 000 sans-abri. C'est la plus grande catastrophe jamais enregistrée dans l'ancienne capitale du Brésil. Michel Monpontet. Rio, 2 h du matin. Sous un amas de pierres et de boue, entouré de sauveteurs, Marcio. Il a 14 ans et vit dans des favelas comme 400 000 autres cariocas. L'immeuble dans lequel il se trouvait s'est effondré, emporté par les eaux et la boue, comme toutes les maisons du quartier. Mais lui sera sauvé. Les milliers d'habitations de tôle et de planches agrippées aux coteaux qui entourent Rio ont littéralement été balayées par des torrents de boue. Ici, 200 000 personnes ont tout perdu et seront ce soir sans abri. Dans ces bidonvilles, 251 personnes ont depuis 1 mois trouvé la mort. À cette catastrophe climatique viennent maintenant s'ajouter les épidémies, typhoïde, tétanos, leptospirose véhiculée par les rats. Mais ici, les hôpitaux sont bondés et ne peuvent plus accueillir les malades. Mais les pluies continuent ce soir sur Rio et le traditionnel cortège des famines, des sans-abri et des épidémies efface bien cruellement le souvenir du carnaval. Oui, sachez qu'à Paris, la solidarité s'organise. Le Secours populaire français lance une opération solidarité. Vous pouvez envoyer des dons au CCP Paris 2333S avec la mention pour les sinistrés du Brésil. Le Secours catholique lance lui aussi, vous le voyez, un appel en faveur des sans-abri. Vous pouvez envoyer là encore des dons au CCP 737G Paris en précisant inondation Brésil. La météo, José, chez nous c'est le froid qui fait un retour en force. Apparemment, ça nous arrive du pôle Nord. Tout à fait. Pas original, mais enfin, c'est comme ça. C'est-à-dire que l'anticyclone que nous avions qui nous protégeait s'est éloigné et cette fois-ci laisse venir de l'air froid donc qui vient du pôle. Résultat, eh bien demain, surtout déjà arrivée de nuages chargés de giboulées et d'averses de pluie et de neige. Pour l'instant, enfin demain en tout cas, le sud sera épargné, le beau temps persistera. Alors les températures pour demain, vous allez voir, elles sont en chute, elles sont en train de chuter. Il fera 2 à Strasbourg, 5 à Paris. Je vous rappelle qu'aujourd'hui il faisait 12 degrés sur la moitié sud, 6 à Lyon, 12 à Nice et 11 à Nice et 12 en Corse. Voilà, demain, Saint-Lazare, il n'y aura pas de miracle demain, c'est vraiment l'hiver. Voilà, je vous rappelle l'information que nous vous donnions pratiquement en ouverture du journal. En Nouvelle-Calédonie, à 400 km de Nouméa, les 9 gendarmes otages des Mélanésiens indépendantistes viennent d'être libérés. Tout de suite, confirmation de cette information avec le colonel Alès, qui est responsable des forces de l'ordre. Nous venons de le joindre au téléphone. Écoutez-le. Eh bien, l'affaire a connu ce matin, vers 5h30, c'est-à-dire il y a environ 3/4 d'heure, un dénouement heureux et sans violence. Les manifestants qui avaient réussi à maîtriser 9 gendarmes ont quitté le terrain au moment où l'opération prévue devait être déclenchée. Alors, certains souffrent de contusions, mais il n'y a aucune inquiétude à avoir à leur sujet. Prochain rendez-vous d'information, 22 h. Le magazine de Christophe de Ponfilly et Bertrand Gallet sera consacré au commandant Massoud, qui est l'un des chefs de la résistance afghane dont nous parlions tout à l'heure. Vers 23h20, dernier journal présenté par Aubry Edler. Tout de suite après, ce sera le spécial Calgary. On n'a pas été brillant aujourd'hui, mais on se reprendra dans les jours qui viennent. Demain, dès 6h45, n'oubliez pas Télématin, animé par Roger Zabel. Là encore, il sera question des Jeux Olympiques de Calgary. Je vous retrouve demain à 20 h. Bonsoir.